Tout juste 8h33 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin dans le Face-à-Face, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Alors on va bien sûr parler de la mobilisation d'hier, de la suite du mouvement, mais je voulais d'abord vous faire réagir aux déclarations politiques du jour. Celle d'Elisabeth Borne dans les colonnes du Monde ce matin, qui prend clairement ses distances avec Emmanuel Macron. Alors que le président vous taclait, vous et la CFDT depuis Pékin. Voilà ce que dit la première ministre. Je cite, « Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence », dit-elle, appelant à respecter une période de convalescence. On imagine que vous êtes d'accord avec ces propos de la première ministre ? Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut de l'apaisement. C'était mes mots il y a encore quelques heures sur des antennes. Il faut de l'apaisement. Je crois qu'il faut du respect dans la période de conflictualité que nous connaissons. Après, ça ne dit rien. Ce que dit Madame la Première ministre, ça ne dit rien de la réforme des retraites et de la façon dont ça va se passer pour les travailleurs et les travailleuses qui la contestent. Mais effectivement, c'est autre chose que de mettre un peu de l'huile sur le feu, que de parler d'apaisement et de respect entre les différents acteurs de cette période. Mais c'est-à-dire que vous saluez cette sortie quand elle dit les mots sont forts. Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés. Comment est-ce que vous analysez ces différences de ton, de mots, ces divergences entre depuis le début les deux et encore lors de la rencontre avec la Première ministre, on a senti une Première ministre avec laquelle nous étions clairement en désaccord sur l'application de cette réforme et le contenu de cette réforme, et notamment le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, qui encore une fois va toucher quand même des millions de salariés. Mais dans la façon de débattre, de discuter, on a toujours eu en face de nous, avec Madame Borne, quelqu'un avec qui il y avait du respect, de la franchise. Contrairement à Emmanuel Macron. En tout cas, le message de ce matin est plus respectueux que celui qui nous était venu de Chine. Ça, je ne peux pas dire l'inverse. Mais vous savez, le plus important, à la fin, ce sera est-ce que cette réforme va s'appliquer ou non pour les travailleurs concernés ? Parce que il y a encore un taux de contestation qui n'a pas bougé. Et qui est extrêmement fort. Et donc, je crois que la Première ministre, peut-être, a conscience qu'il se passe quelque chose dans le pays, qu'il y a une crise sociale, qu'il y a un problème démocratique au sens où c'est le ressenti des citoyens, et qu'à ce moment-là, il vaut mieux des paroles d'apaisement, qui est le rôle de ceux qui dirigent le pays, que des paroles je ne sais pas de comment les qualifier, mais enfin des paroles qui stigmatisent. Mais j'insiste sur ce mot, apaisement. C'est ce que dit Elisabeth Borne. Nous devons être extrêmement attentifs à ne pas brusquer les choses, comme si au fond Emmanuel Macron les brusquait. Il faut laisser reposer le pays qui a besoin d'apaisement. En fait, Elisabeth Borne, elle fait du Laurent Berger. C'est très frappant de voir à quel point vous utilisez les mêmes mots ce matin. Non, mais d'abord, si elle faisait du Laurent Berger, elle n'appliquerait pas cette réforme. Et donc, c'est pas moi, vous savez, je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Je vais être très franc, je l'ai découvert comme vous dans Le Monde ce matin, et je ne sais pas ce qui se passe, mais ce qui m'intéresse en fait, en vrai, c'est pas la relation entre la Première ministre et le Président de la République. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens que j'ai encore vus hier, les travailleurs que j'ai encore vus hier, ils ne voient pas s'appliquer les 2 ans de plus qu'ils ne veulent pas. Et qu'on va travailler sur... Enfin, si on veut aller au bout de l'apaisement, il faut mettre de côté cette réforme et se dire on retravaille sur les sujets que la Première ministre nous a proposés, l'usure au travail, l'emploi des seniors. Mais à minima, Laurent Berger, vous saluez ce matin ces mots, l'utilisation de ce terme, apaisement de la Première ministre. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas entendu l'exécutif parler comme ça. C'est vrai. Chacun connaît la CFDT. Chacun me connaît et sait que je préfère un dialogue constructif et respectueux que les petites phrases balancées par les uns et les autres. Je préfère évidemment qu'on parle d'apaisement et de respect des interlocuteurs, notamment des organisations syndicales, plutôt que la stigmatisation des positions des uns et des autres, surtout quand c'est des mensonges. Voilà. Mais ça ne fait pas le retrait ou la mise en pause de cette réforme. Mais c'est une très nette divergence. Vous diriez qu'Elisabeth Borne respecte davantage les partenaires sociaux qu'Emmanuel Macron ? Moi, je dirais juste une chose, c'est qu'avec Madame Borne, on a eu des fois des débats quand elle était ministre du Travail ou quand elle est Première ministre qui étaient... encore une fois, rude sur le fond, mais il n'y a jamais eu un problème de respect. Et donc, Madame Borne est une interlocutrice pour qui j'ai du respect, avec laquelle je ne suis pas d'accord sur nombre de points, et notamment sur cette réforme des retraites, mais avec qui on a toujours pu discuter. Donc elle vous comprend davantage que le président de la République. Écoutez, non, mais c'est pas faire de la psychanalyse, mais c'est important ce qui est en train de se passer entre le président et la Première ministre. C'est surtout pas me mettre au milieu d'une relation entre la Première ministre et le président de la République. Vous l'êtes de fait.
Non, je ne le suis pas. De fait, moi, je suis un des porte-parole du monde du travail et qui dit que puisqu'il faut de l'apaisement, et il en faut, il en faut y compris sur le fond. Parce qu'on n'a pas besoin que de paroles. Les paroles, elles peuvent être blessantes, elles peuvent être plus apaisantes, et c'est le cas ce matin. Mais le fond du sujet, c'est la réforme des retraites et ces travailleurs et travailleuses intermédiaires qui vont devoir travailler plus longtemps. Et on voit bien que, moi, dès octobre, j'ai dit, il y a la tentation de construire un compromis politique au détriment du compromis social. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que le risque qu'on se déconnecte trop de la vie concrète de ceux et celles qui sont concernés par cette réforme. Et on voit bien qu'on est dans ce moment politique où, finalement, on parle plus d'affrontements de personnes, etc., que du fond du problème. Et ça c'est ça aussi qui va nourrir du ressentiment chez les salariés qui se mobilisent, parce qu'ils vont avoir le sentiment qu'une fois de plus, on ne va pas parler d'eux, en fait. Et on va continuer à en parler. Un dernier mot sur ce sujet. Tout cela, cet échange, ces divergences entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, c'est aussi la suite des tensions qui existent entre le président de la République et vous, notamment sur cette expression que vous avez utilisée, crise démocratique. Vous avez répondu de façon très vive, notamment sur cette antenne. Vous avez dit aussi sur d'autres antennes, stop à la provocation, on est chez les fous, comme s'il y avait quelque chose d'irrationnel entre Emmanuel Macron et vous. Non, il n'y a rien d'irrationnel. On vous voit quasiment jamais aussi en colère que quand vous parlez d'Emmanuel Macron. Mais en fait, je vais vous dire ce qui me met en colère. C'est pas d'abord, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'on voudrait résumer ça à un combat de coq entre deux. Non, pas de coq, mais de personnes qui ne s'entendent pas. Non, mais qui ne cessent de s'envoyer des piques. Non, mais moi, j'ai du respect du président de la République, parce que c'est le président de la République, il a été élu au suffrage universel, mais et je ne me mets pas à sa hauteur, d'une certaine manière. Moi, je suis un représentant d'une organisation syndicale, mais j'ai aussi une part de légitimité. Et je ne veux pas rentrer dans un combat interpersonnel qui n'aurait pas de sens, qui, ni aujourd'hui, ni demain, n'aurait du sens. Donc ça, c'est le premier truc qui m'agace, c'est-à-dire que le côté de faire des interviews, des interventions de la part du président de la République pour soi-disant apaiser, expliquer les choses. Et il y a un nœud entre vous, il y a quelque chose. Attendez. Et le deuxième point, vous êtes jamais aussi énervé quand vous parlez de lui. Le deuxième point, non, c'est pas vrai, je suis pas énervé là, regardez. Non, là, le deuxième point qui m'agace, c'est que ça occulte. Ça occulte la réalité sociale. Ça occulte ce que vivent les salariés de ce pays. Et ça, c'est inacceptable parce que, vous savez, le risque quand je parle de crise démocratique, terme que j'assume, le risque, c'est de voir arriver l'extrême droite au pouvoir. Ce que disent et bien sûr que c'est notre rôle. Les macronistes disent, mais au fond, c'est un responsable syndical qui va sur des terrains qui ne sont pas les siens. Les institutions fonctionnent. Vous savez, les macronistes dont vous parlez, ils disent être les connaisseurs de la CFDT, ils n'en connaissent rien de son histoire. Olivier Véran, il dit même, je connais Laurent Berger, et il ne pense pas ce qu'il dit. Oui, bien sûr, puis au final, ils vont savoir comment je m'habille le matin et combien... Non, mais ça suffit. Écoutez, ils ne connaissent rien de son histoire. La CFDT, dans toute son histoire, elle a toujours pris des positions, notamment sur les questions démocratiques, qui étaient extrêmement claires. Au moment de la décolonisation, au moment d'un certain nombre de moments compliqués dans notre pays, elle est toujours intervenue sur, c'est pas pour rien qu'on a démocratique dans notre sigle, sur les questions démocratiques. Aujourd'hui, le Rassemblement national, qui est tapis dans l'ombre, il peut prospérer sur deux ressorts. Le ressentiment social qui est de plus en plus fort, notamment quand les salariés de ce pays ont le sentiment, alors qu'une réforme dure va rentrer en vigueur, qu'ils ne comptent plus et qu'on ne parle plus d'eux. Et le deuxième point, c'est la défiance dans les institutions. Et je crois que de jouer ce petit jeu de petites phrases, ça nourrit la défiance dans les institutions. Laurent Berger, il y avait hier en France un peu moins de monde encore que la semaine dernière, 570 000 selon le ministère de l'Intérieur, contre 740 000 le 28 mars. Vous aviez pourtant appelé, en sortant de Matignon mercredi, à ce qu'un maximum de gens rejoignent les cortèges. Question simple, est-ce que le mouvement s'essouffle ? Le mouvement s'essouffle pas, mais ce qui s'essouffle, c'est la capacité qu'ont les salariés à venir une 11e fois, puis la semaine prochaine une 12e fois, dans des cortèges, parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat. Donc il y a moins de monde. Et donc il y a moins de monde, mais ce qu'on constate... Donc c'est une forme d'essoufflement. Ce qu'on constate, c'est que ça devient plus compliqué de mobiliser dans la rue, mais... Deux choses, 500 000 personnes selon les chiffres de la police, ça reste beaucoup. Un peu plus, ça reste beaucoup pour une 11e journée de mobilisation. L'autre élément, c'est que c'est une 11e journée de mobilisation qui est soutenue par 68% selon un sondage de la population, et pour une réforme qui est contestée à 70% aussi par la population. Ce que je veux dire par là, c'est que classiquement, dans un mouvement social de ce type, d'ailleurs il n'est pas classique du tout par rapport aux autres des dernières années, eh bien, on a plutôt une baisse de la participation des mobilisations, mais on a aussi une opinion qui s'est retournée et qui n'est plus, plus en soutien. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
il y a toujours autant toujours autant de détermination oui, contre mais il y a cette réforme. moins de monde dans la rue. Est-ce que quand vous voyez ces tendances-là, c'est vraiment utile de refaire une journée la semaine prochaine, c'est totalement utile. À la veille de la décision du Conseil constitutionnel? C'est totalement utile, je vais vous dire pourquoi, mais il y a toujours beaucoup de monde dans la rue, et il y a toujours deux particularités depuis le début du mouvement, beaucoup de monde partout, y compris dans les petites villes, et beaucoup de monde de professions très différentes. Et plus de violence. Et plus hier, de violence dans trop d'endroits. Le restaurant La Rotonde, et sur la violence, deux choses. D'abord, la CFDT, comme d'habitude, les condamne, quelle qu'elle soit. Et le deuxième point, c'est pas le fait de manifestants qui viennent manifester contre la réforme des retraites, chacun le sait, et c'est au contraire quelque chose qui nuit à la mobilisation sociale. Et est-ce que c'est utile de mobiliser la semaine prochaine? Oui, parce Vous attendez que... du monde? Oui, on attend du monde, on attend autant de monde, et si possible plus de monde. Peut-être que les gens vont regarder aussi, font des choix, hein, vous savez, quand vous faites grève, ça coûte cher. Bien sûr, eh bien, je pense que la semaine prochaine, il y aura encore du monde, et il y aura toujours la même détermination à dire que cette réforme, elle est injuste, et elle pèse, elle pèse trop sur les travailleurs intermédiaires, sans efforts partagés, notamment de la part des entreprises. Sur cette mobilisation, la veille de la décision du Conseil constitutionnel, est-ce que c'est une façon de faire pression sur... Vous savez, si on avait voulu faire pression, si c'était la logique qui était la nôtre, on aurait fait la manifestation le 14. Et on aurait donné ça a été envisagé à un moment? Et vous avez... C'était sur la table. Et vous avez dit non, pas question. Tous, on considère qu'on n'a pas à faire pression. On a à montrer la détermination des salariés de ce pays contre cette réforme. Et après, à respecter la sagesse puisque c'est comme ça, on l'appelle le message, du Conseil constitutionnel qui va juger. Oui. Il a plusieurs éléments, le Conseil constitutionnel, la procédure parlementaire, le contenu du texte et le référendum d'initiative partagée. En même temps, vous venez d'utiliser ce mot quand vous appelez les sages, Alain Juppé, Laurent Fabius, à la sagesse. Est-ce qu'au fond, c'est une façon de dire, s'ils ne censurent pas le texte comme vous le souhaitez, ça veut dire qu'ils seront pas sages? Non, écoutez... Moi, je suis profondément attaché à la démocratie. On nous reproche d'intervenir sur les questions démocratiques. Les démocraties, c'est de tenir compte de ce que sont nos institutions, qu'on a décidé ensemble pour vivre les uns avec les autres. Et donc, le Conseil constitutionnel, il prendra une décision. Et je ne serai pas de ceux qui disent « Ah, il y a un tel et un tel dans le Conseil constitutionnel. » Donc vous le redites ce matin, vous reconnaîtrez très clairement la légitimité de la décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit. Mais évidemment. Est-ce que vous me ferez dire quand même pour autant dans 15 jours que cette réforme est une bonne réforme pour les travailleurs? La réponse est non. Et ensuite, on verra ensemble, en intersyndical, comment on réagira à la décision du Conseil constitutionnel. Justement, essayons d'être le plus pédagogique possible. On est le 14 avril au soir, la réforme a été validée. Est-ce que vous continuerez à demander le retrait du texte? On continuera à dire, tant que le président de la République n'aura pas promulgué, qu'il ne faut pas la promulguer. Il est obligé de la promulguer, légalement, il a 15 jours, il est obligé de la promulguer. Si le texte est un peu écorné par le Conseil constitutionnel, ce qui est possible, parce que un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative avec des éléments dedans qui ne concernent en rien la sécurité sociale, ça peut être contesté. Si c'est le cas, le président de la République a la possibilité d'utiliser l'article 10 qui pour permet une nouvelle délibération. de revenir au Parlement, qui permet de mettre sur pause la réforme et de construire un compromis social sur le travail et les retraites. Si la réforme est promulguée, est-ce que vous continuerez à demander le retrait du texte? Mais on continuera à faire que ça s'applique pas et à essayer de faire comprendre. Oui, bien sûr. Mais vous me le demandez, est-ce que vous me demanderez verbalement? Et quel sera l'état de la mobilisation? L'état de la mobilisation, on le décidera ensemble. Personne ne considère qu'on va... Enfin, si quelqu'un pense que pendant 6 mois ou 8 mois, on va faire des manifestations 2 fois par semaine contre ce texte, on va pas finir à 150 000 personnes. Mais on n'est pas à 150 000. Hein. Aujourd'hui, nous, hier, on a recensé presque un peu plus que la police, d'ailleurs, 900 000 personnes. Mais faut être très clair. Le Conseil constitutionnel, il va rendre une décision. Moi, je pense qu'il ne rendra pas la décision de prendre le texte en totalité. Il y aura une faille. Parce que le texte, il a... Attendez, juste pour qu'on comprenne bien, vous ne pensez pas que le Conseil constitutionnel retoquera tout le texte? J'en sais rien. Ça, je le souhaite, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, le prendre dans sa totalité, je crois que c'est assez peu probable. Dans ce cas, il y a la possibilité, dans ce moment d'apaisement qui est souhaité, y compris par la Première ministre ce matin, de dire, écoutez, on repart en lecture à l'Assemblée nationale, on le met au frigo et on construit un compromis social sur le travail et les retraites. C'est un peu ce qui a été proposé pour travailler sur des sujets autres. Eh ben, prenons aussi le sujet des retraites et on prend le temps. Est-ce qu'il y aura d'autres manifestations après le 14 avril? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres journées? Vous voyez bien qu'on n'a pas la décision du Conseil constitutionnel. Si le texte est validé, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres journées de mobilisation? On continuera de dire que cette réforme, elle est injuste et on verra ce qu'on fera en conséquence. Votre parole est importante, Laurent Berger, mais celle de la CGT sera aussi scrutée avec attention. Et voilà ce que disait sa nouvelle patronne, Sophie Binet, hier dans le cortège. Je cite ainsi: le Conseil constitutionnel prenait une décision plus politique que juridique,
plus politique que juridique, la mobilisation continuerait pour obtenir le retrait de la réforme. Non, mais moi, je vous dis la position de la CFDT. La position de la CFDT, c'est que le Conseil constitutionnel, c'est le garant de la Constitution. Mais donc Sophie Binet ne dit pas la même chose. Elle laisse entendre qu'il pourrait y avoir une décision politique. Vous avez bien compris que la CGT et la CFDT, c'était deux organisations différentes, qu'on a deux façons de s'exprimer différentes, parce qu'on est deux personnes différentes. Mais je le dis, je ne remettrai pas en cause la légitimité du Conseil constitutionnel. Et donc ça veut dire que le 14 avril au soir, l'unité intersyndicale pourrait non, pas du tout. Non, ça c'est la recherche depuis le 10 janvier, à peu près, de beaucoup de gens en disant ça va finir par tomber. Je vous le dis, nous sommes rentrés ensemble dans cette mobilisation, nous irons ensemble jusqu'au bout. Et on continuera, y compris. Vous savez, il y a d'autres dates qui sont prévues potentiellement. On sait que le 1er mai est la fête du travail. Le travail est malmené par cette réforme, je le dis clairement. C'est peut-être l'occasion aussi d'afficher ensemble ce qu'on pense sur le devenir du travail. Non, moi, vous savez, j'ai été très clair. Ça souffre d'un vice démocratique, tout ce qui s'est passé sur la question des retraites. Ça souffre pas de l'égalité démocratique. C'est très différent. Dans un pays comme le nôtre, c'est très différent. Ça ne veut pas dire que... Et donc on comprend que vous passerez à autre chose si le texte vous comprenez qu'il est encore temps de ne pas aller à la faute. Et je crois que ce sera une faute si cette loi est promulguée, parce qu'on voit bien, y compris au sein de la majorité aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui disent... Donc vous demanderez au président de la République de ne pas la promulguer? Moi, je pense que si ce texte, quelle que soit la décision, fait l'objet d'un référendum d'initiative partagée, il faudra prendre le temps de ne pas la promulguer et de regarder ce que donne le RIP. Si ce RIP est validé. Si ce RIP est validé. Si le texte est écorné, il faudra prendre le temps de l'article 10 et de renvoyer à l'Assemblée et peut-être de faire cette pause que j'ai proposée et que tout le monde m'a renvoyé à la figure. Voilà, il est encore temps de faire en sorte, et c'est ma seule et unique préoccupation de ce jour, que ce texte ne s'applique pas pour les travailleurs concernés, parce que ça va créer du ressentiment social et surtout de l'injustice sociale. D'un mot, Laurent Berger, on ne vous a pas beaucoup entendu sur le style précisément de Sophie Binet de la CGT. Elle parlait à la sortie de Matignon mercredi d'un gouvernement radicalisé. Vous diriez la même chose? Mais non, mais vous voyez bien que, regardez ce qu'on fait mercredi. On sort, il y a une déclaration commune qu'on a posée ensemble et chacun parle. Oui, mais radicalisé, est-ce que c'est votre façon de... Voilà, de concevoir le syndicalisme. C'est pas ma façon. Vous savez, moi, ce que je vois du gouvernement aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont pas d'accord avec lui, il a tendance justement à essayer de les radicaliser. Je ferai pas la même chose de l'autre côté. Donc, il vaut mieux on peut ne pas être d'accord et considérer que chacun est dans sa légitimité et dans son droit de penser ce qu'il pense. Mais moi, je pense que le gouvernement aujourd'hui fait une faute à pas écouter ce qui est en train de se passer dans la rue et dans le monde du travail. Ça se passe moins bien qu'avec Philippe Martinez? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non. Non, il vous manque pas. Philippe Martinez? Oui. Ah ben s'il me manquait, je l'appelle et on boit un verre ensemble. Laurent Berger, la justice a suspendu hier l'arrêté de réquisition de grévistes à la raffinerie Total Énergie de Gonfreville-Lorcher en Normandie. Et 7% des stations-service connaissent des pénuries sur le territoire. La situation pourrait se tendre après le week-end de Pâques. Vous avez toujours mis en avant la volonté de garder l'opinion avec vous. Qu'est-ce que vous dites aux automobilistes qui ont peur de ne pas trouver d'essence? C'est d'abord, il n'y a pas une pénurie d'essence totale. Non, c'est un produit. C'est un produit. Je dis qu'on est arrivé à cette situation. Enfin, regardez depuis le 10 janvier comment on a géré en responsabilité. Personne n'a été empêché, en vrai, de façon durable, hormis les journées de mobilisation, évidemment, qu'on crée de la perturbation, mais empêché à vivre sa vie normalement. Et donc, est-ce que vous dites aux grévistes, attention à ne pas braquer l'opinion, à ne pas aboutir à des situations où les automobilistes pourraient avoir... Il y a déjà des gens qui ont du mal à trouver de l'essence. Dans un mouvement de ce type-là, c'est extrêmement important de laisser aussi les équipes syndicales gérer leur ressenti. Il faut le faire sans violence, en respectant les biens et les personnes, comme d'habitude pour la CFDT. Et donc là, oui, il y a de la perturbation. J'en suis désolé, mais l'objet, c'est pas de bloquer l'économie. Je l'ai déjà dit, je me suis exprimé sur le sujet. Mais il y a du ressentiment, il faut bien le comprendre. Vous savez, je discutais hier avec des salariés du nettoyage. Ils me disaient si nous avions les possibilités financière, mais aussi en termes on se mettrait en grève générale. Les salariés du nettoyage, des gens de la CFDT que je connais très bien, m'ont dit si on avait la possibilité, on le ferait. Ils ne le font pas. Et donc, moi, je crois que j'ai entendu le président de la République en Chine qui dit le pays n'est pas à l'arrêt. Le pays est actuel, il a raison. De ce point de vue-là, le pays n'est pas à l'arrêt. Vous savez, on peut parler de l'arrêt de différents niveaux. Le pays n'est pas à l'arrêt en termes d'économie. On ne l'a pas souhaité, il n'est pas paralysé. Le pays, il est en arrêt, là, aujourd'hui, en termes social, en se demandant quelle va être notre situation demain à cause de cette réforme des retraites. Une toute dernière question, Laurent Berger. Vous êtes l'un des grands gagnants de ce mouvement social dans les sondages. 58% d'opinion favorable sur votre attitude pendant le conflit. Sondage Odoxa. Je sais qu'on vous a posé 10 fois la question, est-ce que vous voudriez faire de la politique? Mais est-ce que malgré tout, quand vous voyez ces chiffres, vous vous dites pas, tiens,
peut-être quelque chose à Non, pas à du jouer tout. Non, encore pas, non. 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 Même bien s'il y sûr avait une que sorte non. d'appel collectif. Quelque chose à jouer, mais en fait, moi, c'est marrant. Il faudrait qu'on ait plus de temps, mais je suis pas dans un jeu, Ouais, en fait. beaucoup. Je suis pas dans un jeu. Moi, je suis le défenseur des travailleurs et des travailleuses. C'est ça mon rôle de syndicaliste. Ouais. Il y a d'autres qui font de la politique, très bien, qu'ils le fassent bien. Et moi, je n'en ferai pas. C'est non. Merci beaucoup, Laurent Berger. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.